Jonathan Reed avait tout, la richesse, le pouvoir et un bureau dans une tour de Chicago. Mais lorsque son père tombe malade, il est contraint de retourner à la ferme familiale délabrée qu'il avait autrefois abandonnée. Ce qui commence comme un accord commercial se transforme en une remise en question de son passé, de ses valeurs et du véritable sens du succès. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin frappait le costume de créateur de Jonathan Reed, alors qu'il sortait de sa Porsche noire et élégante. Ses chaussures en cuir italien craquaient sur le chemin d'accès en gravier de sa maison d'enfance. À 40 ans, Jonathan était au sommet de sa carrière. PDG de Reed Enterprises, l'une des sociétés d'investissement les plus prospères de Chicago, avec des bureaux à New York, Londres et Tokyo. Il fronça les sourcils à la vue du spectacle qui s'offrait à lui. Le corps de ferme, autrefois blanc, présentait désormais une peinture écaillée. La grange penchait légèrement sur le côté et la clôture autour de la propriété nécessitait des réparations importantes. Tout dans cet endroit criait la négligence et la pauvreté. « Quelle décharge !» murmura-t-il en ajustant ses boutons de manchette en or. Son assistante, Melissa, sortit du côté passager, ses talons hauts s'enfonçant dans la terre meuble. « Monsieur Reed, dois-je attendre dans la voiture ?» demanda-t-elle, se sentant déjà mal à l'aise dans ce cadre rural. Jonathan hocha la tête. « Oui, cela ne prendra pas longtemps. Je vais convaincre mon vieux père têtu de vendre cet endroit une fois pour toutes. » Alors que Jonathan s'approchait du Porsche, la moustiquaire s'ouvrit. Thomas Reed, âgé de 75 ans, au visage buriné et aux mains calleuses, se tenait sur le seuil. Malgré son âge, il se tenait droit, ses yeux bleus, de la même couleur que ceux de Jonathan, restant vifs et clairs. « Eh bien, regardez qui a finalement décidé de rendre visite, » dit Thomas en s'essuyant les mains sur son salopette délavé. « Cela fait quoi, 2 ans ?» Jonathan monta les marches grinçantes. « Bonjour, papa. Nous devons parler. » Thomas fit un pas de côté pour laisser son fils entrer. À l'intérieur, la maison était simple mais propre. De vieilles photos de famille tapissaient les murs. La plupart mettaient en scène la défunte mère de Jonathan, Sarah, décédée 5 ans plus tôt. « Du café ?» proposa Thomas en se dirigeant vers la cuisine. « Non, je n'ai pas... »« Ah, le temps !» répondit sèchement Jonathan. « Papa, je suis venu pour parler affaires. Cette ferme ne rapporte rien. Tu vis de la sécurité sociale et des maigres bénéfices que tu peux tirer de ces quelques vaches et poules. » Thomas se versa une tasse de café, indifférent au ton de son fils. « Je m'en sors très bien. » Jonathan passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Ce n'est pas le but. Ce terrain est précieux. Ce promoteur dont je t'ai parlé est toujours intéressé. Ils offrent 3 millions de dollars, papa. 3 millions. Tu pourrais vivre où tu veux, un condo en Floride, un bel appartement en ville près de chez moi. » Thomas prit une gorgée de son café. « Et pourquoi voudrais-je précisément être près de toi? Pour que je te voie une fois par an, au lieu de tous les 2 ans ?» Les mots piquèrent, mais Jonathan persista. « Ce n'est pas juste. Je suis occupé à diriger une entreprise. »« Trop occupé pour ta famille, » déclara simplement Thomas. « Tout comme tu étais trop occupé pour venir quand ta mère était malade. » La mâchoire de Jonathan se serra. « N'implique pas maman là-dedans. Elle comprenait mon travail. Elle te comprenait, oui. Cela ne signifie pas que ça ne lui brisait pas le cœur. » Jonathan se détourna, regardant par la fenêtre les champs où il avait joué enfant. « Papa, cet endroit est dégoûtant. Pourquoi vis-tu encore dans cette saleté? Vends ce taudis. Je peux t'acheter un manoir, un appartement de luxe. N'importe quoi sauf ça. » Thomas posa sa tasse avec un bruit sourd. Pour la première fois, la colère brilla dans ses yeux. « Ce taudis a mis de la nourriture sur ta table, pendant 18 ans. Il a payé pour tes études supérieures, alors que les bourses ne couvraient pas tout. Ta mère et moi avons travaillé dur pour que tu puisses avoir des opportunités que nous n'avons jamais eues. Et je t'en suis reconnaissant, » répondit rapidement Jonathan. « C'est pourquoi je veux te rendre la... Pareil, laisse-moi t'aider. » Thomas alla vers la cheminée et prit une photo encadrée. Il la tendit à Jonathan. « Te souviens-tu de ce jour ?» Jonathan regarda la photo. Une version de lui-même à 5 ans était assis sur un tracteur, rayonnant de fierté, son père debout à côté de lui. « Tu étais tellement excité de conduire ce tracteur, » continua Thomas. « Tu disais à tout le monde que tu serais agriculteur comme ton papa. » Jonathan replaça la photo sur la cheminée. « J'étais enfant. Les enfants changent d'avis. Les gens changent, oui.
Mais je me demande si tu as changé pour les bonnes raisons. » Jonathan consulta sa montre de luxe. « Écoute, papa, j'ai une réunion à Chicago à 4 heures. Réfléchis à l'offre. 3 millions de dollars. Tu n'aurais plus jamais à te soucier de l'argent. » Thomas rit un véritable éclat de rire qui prit Jonathan au dépourvu. « Fils, te souviens-tu de la première fois où tu es tombé? » « Enfant ?» Jonathan fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ?» Son père sourit. « Tu avais 5 ans, tu courais dans les champs, plein d'énergie. Tu es trébuché sur une racine et tu es tombé la tête la première dans la boue. Tu as tellement pleuré, mais je ne t'ai pas relevé. » Jonathan leva les yeux au ciel. « Oui, je me souviens. Tu m'as dit de me relever tout seul. » Son père hocha la tête. « Et tu l'as fait. Parce que la seule façon de devenir plus fort est de se relever par soi-même. » Jonathan croisa les bras. Et le sourire de son père s'estompa. « Tu penses que cette ferme est sale, mais ce taudis t'a élevé. Cette terre t'a nourri. Cette terre t'a fait faire des études supérieures. Mes mains, aussi sales soient-elles, ont posé les fondations qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. » Jonathan sentit sa poitrine se serrer. « Tu vois, l'argent comme du pouvoir, » continua son père. « Mais le vrai pouvoir, c'est de savoir d'où tu viens et de le respecter. » Le silence emplit la pièce. Pour la première fois, Jonathan n'avait pas de réplique. « Je ne vends pas, » dit fermement Thomas. « C'est ma maison. C'était la maison de ta mère. Et un jour, ce sera la tienne, que tu le veuilles ou non. » Le téléphone de Jonathan vibra dans sa poche. Il le vérifia et soupira. « Je dois y aller. » Thomas l'accompagna jusqu'à la porte. « La prochaine fois, n'attends pas 2 ans pour rendre visite à ton vieux père. » Alors que Jonathan atteignait sa voiture, Mélissa sauta pour lui ouvrir la portière. « Comment ça s'est passé, monsieur ? » « Il ne vend pas, » murmura Jonathan en glissant sur le siège en cuir. « Quelle est notre prochaine étape alors ?» demanda-t-elle. Jonathan démarra le moteur. « Je ne sais pas, mais je n'abandonne pas. » Alors qu'il s'éloignait, Jonathan ne put s'empêcher de regarder dans le rétroviseur la ferme qui devenait de plus en plus petite au loin. Son père se tenait sur le porche, le regardant partir. De retour à Chicago ce soir-là, Jonathan était assis dans son appartement, en penthouse, un verre de whisky écossais coûteux à la main. Les lumières de la ville scintillaient en dessous comme des étoiles, mais son esprit était de retour à la ferme. Son téléphone sonna. C'était Jessica Morgan, sa petite amie de 8 mois et une styliste de renom. « Salut, comment s'est passé ton voyage ?» demanda-t-elle. « Frustrant, » répondit Jonathan. « Mon père refuse de vendre cette ferme sans valeur. Va-t-il bien de vivre là-bas seul, à son âge ?» Jonathan fit une pause. La question ne lui était même pas venue à l'esprit. « Il semble bien. Têtu comme jamais. Peut-être a-t-il peur du changement ?» suggéra Jessica. « Ou peut-être que cet endroit signifie plus pour lui que l'argent. Ce n'est pas rationnel, » insista Jonathan. « Il vit dans le passé. » Après avoir raccroché, Jonathan alla à son bureau à domicile et ouvrit son ordinateur portable. Il ouvrit la dernière proposition de Midwest Development Corporation. Leur plan transformerait la ferme de son père en un lotissement de luxe, Reed Estates. Alors qu'il regardait la maquette numérique, quelque chose semblait ne pas aller. Les images montraient des pelouses parfaitement entretenues où poussaient autrefois des fleurs sauvages, des piscines où il avait chassé les lucioles et des cours de tennis remplaçant les temps où son père lui avait appris à pêcher. La voix de son assistante arriva par l'interphone. « Monsieur Reed, j'ai programmé la réunion avec le conseil d'administration pour demain matin, afin de discuter de l'acquisition de Hendrix. »« Merci, Mélissa, » répondit-il automatiquement. Jonathan ferma l'ordinateur portable et alla à la fenêtre de sa chambre. Les toits de Chicago étaient impressionnants, mais ce soir-là, ils semblaient froids et impersonnels. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de son meilleur ami et directeur financier de la société, David Chen. « Je viens d'apprendre de notre source que Blackstone Holdings prépare une prise de contrôle hostile de Mason Technologies. Si nous agissons rapidement, nous pouvons les devancer. » Les affaires ne s'arrêtaient jamais. Il y avait toujours un autre marché, une autre acquisition, un autre million à gagner. Pourtant, ce soir-là, la perspective ne l'enthousiasmait pas comme d'habitude. Les pensées de Jonathan dérivaient vers les funérailles de sa mère. Malgré le comportement stoïque de son père,
Jonathan l'avait surpris en train d'essuyer des larmes lorsqu'il pensait que personne ne le regardait. Thomas était resté seul sur sa tombe longtemps après que tout le monde soit parti. Il avait proposé d'acheter une nouvelle maison à son père à ce moment-là aussi. Thomas avait refusé en disant « Votre mère est dans chaque coin de cette maison, je ne la quitte pas ». Le souvenir mit Jonathan mal à l'aise. Il n'avait pas compris à l'époque et il ne comprenait pas maintenant. Alors qu'il se préparait pour le coucher, le regard de Jonathan tomba sur une petite boîte en bois sur sa coiffeuse, le seul objet de son appartement minimaliste qui ne correspondait pas au décor élégant et moderne. C'était une simple boîte que son père avait sculptée pour lui à son 10e anniversaire. À l'intérieur se trouvait une collection de trésors d'enfance, une pierre lisse du ruisseau, un ruban bleu d'une foire du comté où il avait présenté son premier veau et une photo décolorée de lui avec ses 2 parents, tous 3 souriant largement. Jonathan ferma rapidement la boîte, ne voulant pas affronter les émotions qu'elle suscitait. Le lendemain matin, Jonathan entra dans la salle de réunion de Reed Enterprises avec son air déterminé. 12 cadres étaient assis autour de la table, attendant ses instructions. « Bonjour à tous », commença-t-il avec assurance. « Aujourd'hui, nous discutons de l'acquisition de Hendrix et de notre stratégie pour… » Son téléphone sonna, l'interrompant. Il vérifia l'identifiant de l'appelant. C'était un numéro de sa ville natale. Il allait refuser l'appel lorsque quelque chose le fit hésiter. « Excusez-moi un instant », dit-il à la salle sortant pour répondre. Jonathan Reed à l'appareil. « Monsieur Reed, je suis le shérif Parker de Millersville. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles concernant votre père. » Le cœur de Jonathan s'affaissa. Que s'est-il passé? Il s'est effondré dans sa grange ce matin. Un voisin l'a trouvé et a appelé une ambulance. Il est maintenant à l'hôpital du comté. Le monde sembla ralentir autour de lui. C'est grave? Les médecins sont avec lui maintenant. Cela pourrait être son cœur. Ils ont suggéré que vous veniez le plus tôt possible. Jonathan termina l'appel et resta figé dans le couloir. La porte de la salle de réunion s'ouvrit et David sortit. « Tout va bien ?» demanda-t-il inquiet. « Mon père est à l'hôpital », dit Jonathan, sa voix sonnant distante à ses propres oreilles. « Je dois y aller. » David hocha la tête. « Vas-y, je m'occuperai de tout ici. » En moins d'1 heure, Jonathan était dans son jet privé, retournant dans la petite ville qu'il avait eu tant hâte de quitter la veille. Alors que l'avion traversait les nuages, il se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, prier pour que son père aille bien. La Porsche élégante souleva de la poussière tandis que Jonathan filait sur les routes de campagne en direction de l'hôpital du comté. Son esprit courait plus vite que la voiture. Et si son père mourait? Et si leur dispute d'hier était la dernière conversation qu'ils aient jamais eue? La pensée le fit appuyer plus fort sur l'accélérateur. Son costume coûteux et ses préoccupations professionnelles semblaient soudainement insignifiants par rapport à la possibilité de perdre son seul parent restant. Il en avait déjà perdu un. Il n'était pas prêt d'en perdre un autre. Jonathan éclata les portes de l'hôpital, ses chaussures de créateur grinçant sur le sol en linoléum. Le petit hôpital du comté ne ressemblait en rien aux établissements médicaux privés auxquels il était habitué à Chicago. Les murs étaient d'un beige institutionnel et les meubles de la salle d'attente semblaient avoir au moins 20 ans. « Je cherche Thomas Reed », dit-il à la femme à la réception, essayant de garder sa voix stable. « Je suis son fils. » La réceptionniste, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, leva les yeux. « Oh, monsieur Reed, les médecins sont avec votre père maintenant. Si vous voulez vous asseoir, je les préviendrai que vous êtes là. » Jonathan fit les 100 pas dans la salle d'attente, incapable de rester assis. La dernière fois qu'il avait été dans cet hôpital, c'était lorsque sa mère avait eu sa première peur du cancer. Elle s'était rétablie à l'époque, pour succomber à la maladie des années plus tard dans un hôpital beaucoup plus cher à Chicago, où Jonathan avait insisté pour la transférer pour de meilleurs soins, quand un médecin en blouse verte s'approcha. « Monsieur Reed, je suis le docteur Martin, j'ai traité votre père. » Jonathan lui serra fermement la main. « Comment va-t-il? Que s'est-il passé? » « Votre père a subi une légère crise cardiaque. Nous l'avons stabilisé, mais compte tenu de son âge et du fait qu'il vit seul, je suis préoccupé. Puis-je le voir? » Le docteur Martin hocha la tête. « Bien sûr, il est réveillé maintenant. Chambre 212, au bout du couloir, à droite. » Jonathan se dirigea rapidement vers la chambre de son père, s'arrêtant sur le seuil. Thomas semblait plus petit d'une certaine manière, allongé dans le lit d'hôpital avec une perfusion
dans le bras et des moniteurs qui bipaient à côté de lui. Son visage buriné était pâle, mais ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond. « Papa ?» dit doucement Jonathan en entrant dans la chambre. Thomas tourna lentement la tête. Un faible sourire se forma sur ses lèvres. « Eh bien, 2 fois en 2 jours, ça doit être un record. » Malgré tout, Jonathan sentit un soulagement l'envahir. L'esprit de son père était intact. « Comment te sens-tu » ? « Comme si un taureau m'avait donné un coup de pied, » répondit Thomas. « Mais on me dit que je suis trop têtu pour mourir. » Jonathan tira une chaise à côté du lit et s'assit. « Tu m'as fait peur. »« Ah bon ?» Thomas leva un sourcil. Je pensais que rien ne pouvait ébranler le puissant Jonathan Reed. « Papa, arrête, pas maintenant. » Jonathan passa une main dans ses cheveux. « Le docteur dit que tu as fait une crise cardiaque. » Thomas fit un geste de la main avec sa main libre. « Une petite. J'ai eu de pires gueules de bois. Ce n'est pas une blague. Tu as 75 ans. Tu vis seul dans cette ferme. Tu te surmènes. C'est ma maison, dit fermement Thomas, sa voix plus forte maintenant. Et je ne la quitte pas. » Avant que Jonathan ne puisse répondre, une infirmière entra dans la chambre. « Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vérifier les constantes vitales de Monsieur Reed. » Pendant que l'infirmière travaillait, Jonathan sortit dans le couloir et appela son assistante. « Mélissa annule toutes mes réunions pour le reste de la semaine. Mon père est à l'hôpital et je resterai à Millersville pendant quelques jours. » Quand il retourna dans la chambre, l'infirmière aidait Thomas à s'asseoir. « Votre père va bien, toutes choses considérées, » dit-elle à Jonathan. « Mais il aura besoin de quelqu'un pour rester avec lui lorsqu'il sera renvoyé. Demain, il ne devrait pas être seul pendant au moins quelques semaines. » Après son départ, Thomas regarda Jonathan. « N'y pense même pas. Je ne veux pas qu'une inconnue me garde comme une nounou. Alors je resterai avec toi, » dit Jonathan avec décision. Thomas rit, puis grimaça de douleur. « Toi, dans cette maison, pendant plus d'1 jour, j'aimerais voir ça. Je suis sérieux, papa. Je peux travailler à distance pendant un certain temps. » Thomas étudia le visage de son fils. « Et ta copine? Et ta grande entreprise? Elles peuvent survivre sans leur brillant leader. Jessica comprendra. Et l'entreprise ne s'effondrera pas si je suis absent pendant un court laps de temps. » Jonathan fit une pause puis ajouta « À moins que tu ne préfères que j'engage une infirmière ?» Thomas soupira. « Très bien, mais n'espère pas que je changerai d'avis sur la ferme juste parce que tu joues les infirmiers. Ce n'est pas pour ça que je fais ça, » dit Jonathan, bien qu'une petite partie de lui se demande si c'était entièrement vrai. Le lendemain, le docteur Martin donna son congé à Thomas avec des instructions strictes concernant les médicaments, l'alimentation et les limitations d'activité. Jonathan aida son père à monter dans la Porsche qui semblait ridiculement déplacée sur le parking de l'hôpital. « Ce truc est trop bas sur le sol », se plaignit Thomas alors qu'il avait du mal à s'installer confortablement. Qu'est-il arrivé aux voitures dans lesquelles un homme pouvait réellement entrer et sortir? Jonathan réprima une réplique et conduisit prudemment jusqu'à la ferme. Alors qu'ils arrivaient à la maison, il remarqua des choses qu'il n'avait pas vues la veille. Le jardin que sa mère avait adoré était toujours fleuri de fleurs de fin d'été. Le vieux chêne retenait toujours les restes de sa balançoire d'enfance et le Porsche avait toujours les fauteuils à bascule de ses parents côte à côte. À l'intérieur de la maison, Jonathan aida son père à s'installer dans son fauteuil inclinable. « As-tu faim? Je pourrais te faire quelque chose. » Thomas sembla sceptique. « Tu cuisines maintenant? »« Je peux préparer un sandwich, » répondit sèchement Jonathan. En préparant le déjeuner dans la cuisine, Jonathan fut surpris de constater qu'elle était bien approvisionnée et organisée. Son père pouvait vivre simplement, mais il ne se négligeait pas. Le réfrigérateur contenait des légumes frais, du lait et des œufs de ses propres poules. Le pain était fait maison, probablement par Margaret Wilson, la voisine qui avait trouvé son père dans la grange. Jonathan apporta 2 assiettes au salon et s'assit en face de son père. « Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé hier? Margaret t'a trouvé dans la grange ?» Thomas prit une bouchée de son sandwich avant de répondre. « Je nourrissais le bétail. J'ai senti cette douleur dans ma poitrine, comme si quelqu'un était assis sur moi. La chose suivante que je sais, c'est que Margaret est debout au-dessus de moi, en train de crier dans son téléphone portable. Tu as de la chance qu'elle soit passée. Elle m'apporte le dîner tous les dimanches, dit Thomas de manière décontractée, depuis le décès de ta mère.
Jonathan leva un sourcil. « Margaret Wilson, la veuve du bout de la route, ne me regarde pas comme ça, grommela Thomas. Nous sommes amis, c'est tout. » Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Jonathan ouvrit pour trouver une femme d'une 60aine d'années aux cheveux bruns striés d'argent et aux yeux bruns chaleureux. « Vous devez être Jonathan, » dit-elle en souriant. « Je suis Margaret Wilson. J'ai apporté une soupe au poulet pour votre père. » Jonathan fit un pas de côté pour la laisser entrer. « Merci de l'avoir trouvé hier et de prendre régulièrement de ses nouvelles. » Margaret alla jusqu'au fauteuil de Thomas et déposa le récipient de soupe sur la table d'appoint. « Comment te sens-tu, Thomas ?»« Mieux maintenant, » répondit Thomas. Et Jonathan fut surpris de voir le visage de son père s'adoucir. « Jonathan ici pense qu'il va rester et s'occuper de moi pendant un moment. » Margaret regarda Jonathan avec approbation. « C'est merveilleux. Votre père parle de vous tout le temps. Ce sera bon pour vous deux de passer du temps ensemble. » Après le départ de Margaret, Jonathan leva un sourcil en regardant son père. « Elle a l'air gentille. » Thomas plissa les yeux. « Arrête. » Plus tard cet après-midi-là, Jonathan installa son ordinateur portable sur la table de la cuisine, déterminé à au moins consulter ses emails. Il fut surpris de constater que la connexion Internet était meilleure que prévu. Son père avait fait une mise à niveau vers l'Internet haut débit à un moment donné. Sa boîte de réception était inondée, mais un email a immédiatement attiré son attention. Il provenait de Midwest Development Corporation, avec une offre mise à jour pour les terres de son père. Ils avaient augmenté leur offre à 3,5 millions de dollars. Jonathan regarda l'email, son doigt sur le bouton Subprimer. Au lieu de cela, il ferma son ordinateur portable sans répondre. Ce soir-là, alors que Thomas somnolait dans son fauteuil inclinable, Jonathan se promena dans la maison. Des photos de famille tapissaient les murs, beaucoup le mettant en scène à différents âges. Son diplôme d'études secondaires, son diplôme d'études supérieures, même un article de journal sur son premier grand succès commercial. Son père avait suivi sa carrière, même lorsque Jonathan avait à peine pris le temps de faire un appel téléphonique. Dans sa vieille chambre, tout restait étonnamment inchangé. Des trophées de compétition agricole, quelques médailles sportives et des livres qu'il avait aimés adolescent étaient toujours alignés sur les étagères. Sa mère avait préservé la pièce et son père l'avait gardée ainsi. Jonathan ouvrit le placard et trouva un vieil album photo qu'il ne reconnaissait pas. Assis sur le lit, il tourna les pages d'images. Ses parents, quand ils étaient jeunes, les débuts de la ferme et ses propres moments d'enfance. Il y avait des photos de lui aidant son père dans les tâches ménagères, montant son premier cheval et pêchant dans l'étang. La dernière page contenait une lettre manuscrite de sa mère, datée d'1 semaine seulement avant sa mort. « Mon très cher Jonathan, commençait-elle, si tu lis ceci, je suis parti, et tu es enfin rentré rendre visite à ton père. Je sais que ton travail te tient occupé, et je suis si fier de tout ce que tu as accompli. Mais souviens-toi que le succès ne se mesure pas seulement en dollars et en affaires. Ton père te manque terriblement, bien qu'il soit trop fier pour le dire. Cette ferme n'est pas seulement des terres et des bâtiments, c'est l'histoire de notre famille, de notre amour, de ton enfance. J'espère qu'un jour tu comprendras ce qu'elle signifie vraiment pour nous. Tout mon amour, maman. » Jonathan ferma l'album, la poitrine serrée. Sa mère savait qu'il ne reviendrait pas souvent. Elle avait anticipé cette distance entre lui et son père. Son téléphone sonna, brisant le silence. C'était Jessica. « Comment va ton père ?» demanda-t-elle lorsqu'il répondit. « Stable, têtu, comme d'habitude. » répondit Jonathan, essayant de paraître normal malgré l'émotion qui lui serrait la gorge. « Et comment te débrouilles-tu à la ferme? As-tu trouvé des vaches à traire ?» Sa tentative d'humour tomba à plat. « Ce n'est pas si mal, dit-il, se surprenant lui-même de sa défense. « Quand reviens-tu? Le gala Goldstein a lieu ce week-end et tout le monde s'attend à te voir. » Jonathan regarda autour de lui dans sa chambre d'enfance. « Je ne peux pas venir. Mon père a besoin de moi ici. » Il y eut une pause au téléphone. « Jonathan, je comprends les urgences familiales et tout ça, mais ne peux-tu pas engager une infirmière? C'est l'événement social de la saison. » « Jessica, mon père a failli mourir hier. Je pense que cela prime sur un gala de charité. »« Bien sûr que oui, » se rétracta-t-elle rapidement. « Je voulais juste dire, eh bien, tu n'as jamais été du genre à t'occuper des autres. Cette histoire de ferme n'est pas vraiment toi. » Ces paroles touchèrent une corde sensible.
Peut-être ne me connais-tu pas aussi bien que tu le penses. » Après avoir raccroché, Jonathan retourna au salon pour trouver son père éveillé et peinant à atteindre ses médicaments sur la table basse. « Laisse-moi te les prendre, » dit Jonathan en attrapant le flacon de pilules et un verre d'eau. Thomas prit ses médicaments sans discuter, signe qu'il ne se sentait pas bien. « Tu as eu une dispute avec ta copine. Je t'ai entendu jusqu'ici. » Jonathan s'assit en face de lui. « Jessica ne comprend pas pourquoi je reste. »« Je ne peux pas dire que je la blâme, » répondit Thomas. « Ce n'est pas comme si tu choisissais ta famille avant les affaires. » Les mots piquèrent parce qu'ils étaient en vrai. « Les gens peuvent changer, papa. » Thomas étudia le visage de son fils. « Que se passe-t-il vraiment, Jonathan? Pourquoi cet intérêt soudain pour jouer le fils dévoué? Tu as fait une crise cardiaque. Je suis inquiet pour toi. Tu t'inquiètes pour moi depuis des années. Inquiet que je ne vende pas cet endroit. Inquiet que je vive dans le passé. Ça ne t'a pas ramené avant. » Jonathan se leva, frustré. « Pourquoi est-ce si difficile pour toi de croire que je pourrais vraiment m'en soucier? » « Parce que se soucier signifie être présent, » dit doucement Thomas. « Pas seulement en cas de crise. » Avant que Jonathan ne puisse répondre, on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, c'était le shérif Parker, toujours en uniforme. « Bonsoir Thomas, Jonathan, » dit-il en hochant la tête aux deux hommes. « Je voulais juste vérifier comment vous alliez. »« Je vais bien, Bill, » répondit Thomas. « Pas besoin que toute la ville s'inquiète. » Le shérif Parker sourit. « Eh bien, lorsque le résident le plus têtu de la ville se retrouve à l'hôpital, les gens le remarquent. » Il se tourna vers Jonathan. « Content de te revoir, même si je suis désolé pour les circonstances. Ton père est un pilier ici. » Après le départ du shérif, Jonathan regarda son père avec curiosité. « Qu'a-t-il voulu dire par là ?» Thomas haussa les épaules. « Rien d'important. Papa, j'aide parfois au centre communautaire, » dit Thomas à contre-cœur. Le soleil matinal frappait le costume de créateur de Jonathan Reed, alors qu'il sortait de sa Porsche noire et élégante. Ses chaussures en cuir italien craquaient sur le chemin d'accès en gravier de sa maison d'enfance. À 40 ans, Jonathan était au sommet de sa carrière. PDG de Reed Enterprises, une des sociétés d'investissement les plus prospères de Chicago, avec des bureaux à New York, Londres et Tokyo. Il fronça les sourcils à la vue du spectacle qui s'offrait à lui. Le corps de ferme autrefois blanc présentait désormais une peinture écaillée. La grange penchait légèrement sur le côté et la clôture autour de la propriété nécessitait des réparations importantes. Tout dans cet endroit criait la négligence et la pauvreté. « Quelle misère !» murmura-t-il en ajustant ses boutons de manchette en or. Son assistante, Mélissa, sortit du côté passager, ses talons hauts s'enfonçant dans la terre meuble. « Monsieur Reed, dois-je attendre dans la voiture ?» demanda-t-elle, se sentant déjà mal à l'aise dans ce cadre rural. Jonathan hocha la tête. « Oui, cela ne prendra pas longtemps. Je vais convaincre mon vieux père entêté de vendre cet endroit une fois pour toutes. » Alors que Jonathan s'approchait du porche, la moustiquaire s'ouvrit. Thomas Reed, âgé de 75 ans, au visage buriné et aux mains calleuses, se tenait sur le seuil. Malgré son âge, il se tenait droit, ses yeux bleus, de la même couleur que ceux de Jonathan, restant vifs et clairs. « Eh bien, regardez qui a finalement décidé de rendre visite, » dit Thomas en s'essuyant les mains sur son salopette délavé. « Cela fait quoi, 2 ans ?» Jonathan monta les marches grinçantes. « Bonjour papa, nous devons parler. » Thomas fit un pas de côté pour laisser son fils entrer. À l'intérieur, la maison était simple mais propre. De vieilles photos de famille tapissaient les murs. La plupart mettaient en scène la défunte mère de Jonathan, Sarah, décédée 5 ans plus tôt. « Du café ?» proposa Thomas en se dirigeant vers la cuisine. « Non, je n'ai pas le temps, » répondit sèchement Jonathan. « Papa, je suis venu pour parler affaires. Cette ferme ne rapporte rien. Tu vis de la sécurité sociale et des maigres bénéfices que tu peux tirer de ces quelques vaches et poules. » Thomas se versa une tasse de café indifférent au ton de son fils. « Je m'en sors très bien. » Jonathan passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Ce n'est pas le but. Ce terrain est précieux. Ce promoteur dont je t'ai parlé est toujours intéressé. Ils offrent 3 millions de dollars, papa. 3 millions. Tu pourrais vivre où tu veux. Un appartement en Floride. Un bel appartement en ville près de chez moi. » Thomas prit une gorgée de son café. « Et pourquoi voudrais-je précisément être près de toi? Pour que je te voie une fois par an au lieu de tous les 2 ans. » Les mots piquèrent, mais Jonathan persista. « Ce n'est pas juste.
Je suis occupé à diriger une entreprise. Trop occupé pour ta famille, déclara simplement Thomas. Tout comme tu étais trop occupé pour venir quand ta mère était malade. La mâchoire de Jonathan se serra. N'implique pas maman là-dedans. Elle comprenait mon travail. Elle te comprenait, oui. Cela ne signifie pas que ça ne lui brisait pas le cœur. Jonathan se détourna regardant par la fenêtre les champs où il avait joué enfant. Papa, cet endroit est dégoûtant. Pourquoi vis-tu encore dans cette bicoque? Vends ce taudis. Je peux t'acheter un manoir, un appartement de luxe, n'importe quoi sauf ça. Thomas posa sa tasse avec un bruit sourd. Pour la première fois, la colère brilla dans ses yeux. Ce taudis a mis de la nourriture sur ta table pendant 18 ans. Il a payé pour tes études supérieures alors que les bourses ne couvraient ni pas tout. Ta mère et moi avons travaillé dur pour que tu puisses avoir des opportunités que nous n'avons jamais eues. Et je t'en suis reconnaissant, répondit rapidement Jonathan. C'est pourquoi je veux te rendre l'appareil. Laisse-moi t'aider. Thomas alla vers la cheminée et prit une photo encadrée. Il la tendit à Jonathan. Te souviens-tu de ce jour? Jonathan regarda la photo. Une version de lui-même à 5 ans était assis sur un tracteur, rayonnant de fierté, son père debout à côté de lui. Tu étais tellement excité de conduire ce tracteur, continua Thomas. Tu disais à tout le monde que tu serais agriculteur comme ton papa. Jonathan replaça la photo sur la cheminée. J'étais enfant. Les enfants changent d'avis. Les gens changent, oui. Mais je me demande si tu as changé pour les bonnes raisons. Jonathan consulta sa montre de luxe. Écoute, papa, j'ai une réunion à Chicago à 4 heures. Réfléchis à l'offre. 3 millions de dollars. Tu n'aurais plus jamais à te soucier de l'argent. Thomas rit, un véritable éclat de rire qui prit Jonathan au dépourvu. Fils, te souviens-tu de la première fois où tu es tombé, enfant? Jonathan fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Son père sourit. Tu avais 5 ans. Tu courais dans les champs, plein d'énergie. Tu es trébuché sur une racine et tu es tombé la tête la première dans la boue. Tu as tellement pleuré, mais je ne t'ai pas relevé. Jonathan leva les yeux au ciel. Oui, je me souviens. Tu m'as dit de me relever tout seul. Son père hocha la tête. Et tu l'as fait, parce que la seule façon de devenir plus fort est de se relever par soi-même. Jonathan croisa les bras. Et le sourire de son père s'estompa. Tu penses que cette ferme est sale, mais ce taudis t'a élevé. Cette terre t'a nourri. Cette terre t'a fait faire des études supérieures. Mes mains, aussi sales soient-elles, ont posé les fondations qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Jonathan sentit sa poitrine se serrer. Tu vois, l'argent comme du pouvoir, continua son père. Mais le vrai pouvoir, c'est de savoir d'où tu viens et de le respecter. Le silence emplit la pièce. Pour la première fois, Jonathan n'avait pas de réplique. « Je ne vends pas », dit fermement Thomas. « C'est ma maison. C'était la maison de ta mère. Et un jour, ce sera la tienne, que tu le veuilles ou non. » Le téléphone de Jonathan vibra dans sa poche. Il le vérifia et soupira. « Je dois y aller. » Thomas l'accompagna jusqu'à la porte. « La prochaine fois, n'attends pas 2 ans pour rendre visite à ton vieux père. » Alors que Jonathan atteignait sa voiture, Mélissa sauta pour lui ouvrir la portière. « Comment ça s'est passé, monsieur? »« Il ne vend pas. » Ça, murmura Jonathan en glissant sur le siège en cuir. « Quelle est notre prochaine étape alors ?» demanda-t-elle. Jonathan démarra le moteur. « Je ne sais pas. Mais je n'abandonne pas. » Alors qu'il s'éloignait, Jonathan ne put s'empêcher de regarder dans le rétroviseur la ferme qui devenait de plus en plus petite au loin. Son père se tenait sur le porche, le regardant partir. De retour à Chicago ce soir-là, Jonathan était assis dans son appartement en Pantouse, un verre de whisky écossais coûteux à la main. Les lumières de la ville scintillaient en dessous comme des étoiles, mais son esprit était de retour à la ferme. Son téléphone sonna. C'était Jessica Morgan, sa petite amie de 8 mois, et une styliste de renom. « Salut, comment s'est passé ton voyage ?» demanda-t-elle. « Frustrant, » répondit Jonathan. « Mon père refuse de vendre cette ferme sans valeur. Va-t-il bien de vivre là-bas seul, à son âge ?» Jonathan fit une pause. La question ne lui était même pas venue à l'esprit. Il semble bien, entêté comme jamais. Peut-être a-t-il peur du changement, suggéra Jessica. Ou peut-être que cet endroit signifie plus pour lui que l'argent. Ce n'est pas rationnel, insista Jonathan. Il vit dans le passé. Après avoir raccroché, Jonathan alla à son bureau à domicile
et ouvrit son ordinateur portable. Il ouvrit la dernière proposition de Midwest Development Corporation. Leur plan transformerait la ferme de son père en un lotissement de luxe, Reed Estates. Alors qu'il regardait la maquette numérique, quelque chose semblait ne pas aller. Les images montraient des pelouses parfaitement entretenues où poussaient autrefois des fleurs sauvages, des piscines où il avait chassé les lucioles et des cours de tennis remplaçant l'étang où son père lui avait appris à pêcher. La voix de son assistante arriva par l'interphone. « Monsieur Reed, j'ai programmé la réunion avec le conseil d'administration pour demain matin, afin de discuter de l'acquisition de Hendrix. Merci, Melissa, répondit-il automatiquement. Jonathan ferma l'ordinateur portable et alla à la fenêtre de sa chambre. Les toits de Chicago étaient impressionnants, mais ce soir-là, il semblait froid et impersonnel. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de son meilleur ami et directeur financier de la société, David Chen. « Je viens d'apprendre de notre source que Blackstone Holdings prépare une prise de contrôle hostile de Mason Technologies. Si nous agissons rapidement, nous pouvons les devancer. » Les affaires ne s'arrêtaient jamais. Il y avait toujours un autre marché, une autre acquisition, un autre million à gagner. Pourtant, ce soir-là, la perspective ne l'enthousiasmait pas comme d'habitude. Les pensées de Jonathan dérivaient vers les funérailles de sa mère. Malgré le comportement stoïque de son père, Jonathan l'avait surpris en train d'essuyer des larmes lorsqu'il pensait que personne ne le regardait. Thomas était resté seul sur sa tombe longtemps après que tout le monde soit parti. Il avait proposé d'acheter une nouvelle maison à son père à ce moment-là aussi. Thomas avait refusé en disant « Votre mère est dans chaque coin de cette maison. Je ne la quitte pas. » Le souvenir mit Jonathan mal à l'aise. Il n'avait pas compris à l'époque, et il ne comprenait pas maintenant. Alors qu'il se préparait pour le coucher, le regard de Jonathan tomba sur une petite boîte en bois sur sa coiffeuse, le seul objet de son appartement minimaliste qui ne correspondait pas au décor élégant et moderne. C'était une simple boîte que son père avait sculptée pour lui à son 10e anniversaire. À l'intérieur se trouvait une collection de trésors d'enfance, une pierre lisse du ruisseau, un ruban bleu d'une foire du comté où il avait présenté son premier veau et une photo décolorée de lui avec ses 2 parents, tous 3 souriant largement. Jonathan ferma rapidement la boîte, ne voulant pas affronter les émotions qu'elle suscitait. Le lendemain matin, Jonathan entra dans la salle de réunion de Reed Enterprises avec son air déterminé. 12 cadres étaient assis autour de la table, attendant ses instructions. « Bonjour à tous », commença-t-il avec assurance. « Aujourd'hui, nous discutons de l'acquisition de Hendrix et de notre stratégie pour… » Son téléphone sonna, l'interrompant. Il vérifia l'identifiant de l'appelant. C'était un numéro de sa ville natale. Il allait refuser l'appel lorsque quelque chose le fit hésiter. « Excusez-moi un instant », dit-il à la salle, sortant pour répondre. Jonathan Reed à l'appareil. « Monsieur Reed, je suis le shérif Parker de Millersville. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles concernant votre père. » Le cœur de Jonathan s'affaissa. Que s'est-il passé? Il s'est effondré dans sa grange ce matin. Un voisin l'a trouvé et a appelé une ambulance. Il est maintenant à l'hôpital du comté. Le monde sembla ralentir autour de lui. C'est grave? Les médecins sont avec lui maintenant. Cela pourrait être son cœur. Ils ont suggéré que vous veniez le plus tôt possible. Jonathan termina l'appel et resta figé dans le couloir. La porte de la salle de réunion s'ouvrit et David sortit. « Tout va bien ?» demanda-t-il inquiet. « Mon père est à l'hôpital » dit Jonathan, sa voix sonnant distante à ses propres oreilles. « Je dois y aller. » David hocha la tête. « Vas-y, je m'occuperai de tout ici. » En moins d'1 heure, Jonathan était dans son jet privé, retournant dans la petite ville qu'il avait eu tant hâte de quitter la veille. Alors que l'avion traversait les nuages, il se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, prier pour que son père aille bien. La Porsche élégante souleva de la poussière, tandis que Jonathan filait sur les routes de campagne en direction de l'hôpital du comté. Son esprit courait plus vite que la voiture. Et si son père mourait? Et si leur dispute d'hier était la dernière conversation qu'ils aient jamais eue? La pensée le fit appuyer plus fort sur l'accélérateur. Son costume coûteux et ses préoccupations professionnelles semblaient soudainement insignifiants par rapport à la possibilité de perdre son seul parent restant. Il en avait déjà perdu un. Il n'était pas prêt d'en perdre un autre. Jonathan éclata les portes de l'hôpital, ses chaussures de créateur grinçant sur le sol en linoléum.
Le petit hôpital du comté ne ressemblait en rien aux établissements médicaux privés auxquels il était habitué à Chicago. Les murs étaient d'un beige institutionnel et les meubles de la salle d'attente semblaient avoir au moins 20 ans. « Je cherche Thomas Reed », dit-il à la femme, à la réception, essayant de garder sa voix stable. « Je suis son fils. » La réceptionniste, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, leva les yeux. « Ah, monsieur Reed, les médecins sont avec votre père maintenant. Si vous voulez vous asseoir, je les préviendrai que vous êtes là. » Jonathan fit les 100 pas dans la salle d'attente, incapable de rester assis. La dernière fois qu'il avait été dans cet hôpital, c'était lorsque sa mère avait eu sa première peur du cancer. Elle s'était rétablie à l'époque, pour succomber à la maladie des années plus tard, dans un hôpital beaucoup plus cher à Chicago, où Jonathan avait insisté pour la transférer pour de meilleurs soins. Un médecin en blouse verte s'approcha. « Monsieur Reed, je suis le docteur Martin, j'ai traité votre père. » Jonathan lui serra fermement la main. « Comment va-t-il? Que s'est-il passé? Votre père a subi une légère crise cardiaque. Nous l'avons stabilisé, mais compte tenu de son âge et du fait qu'il vit seul, je suis préoccupé. Puis-je le voir ?» Le docteur Martin hocha la tête. « Bien sûr, il est réveillé maintenant. Chambre 212, au bout du couloir à droite. » Jonathan se dirigea rapidement vers la chambre de son père, s'arrêtant sur le seuil. Thomas semblait plus petit d'une certaine manière, allongé dans le lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras et des moniteurs qui bipaient à côté de lui. Son visage buriné était pâle, mais ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond. « Papa ?» dit doucement Jonathan en entrant dans la chambre. Thomas tourna lentement la tête. Un faible sourire se forma sur ses lèvres. « Eh bien, 2 fois en 2 jours, ça doit être un record. » Malgré tout, Jonathan sentit un soulagement l'envahir. L'esprit de son père était intact. « Comment te sens-tu ? » « Comme si un taureau m'avait donné un coup de pied, » répondit Thomas. « Mais on me dit que je suis trop têtu pour mourir. » Jonathan tira une chaise à côté du lit et s'assit. « Tu m'as fait peur. »« Ah bon ?» Thomas leva un sourcil. « Je pensais que rien ne pouvait ébranler le puissant Jonathan Reed. »« Papa, arrête. Pas maintenant. » Jonathan passa une main dans ses cheveux. « Le docteur dit que tu as fait une crise cardiaque. » Thomas fit un geste de la main avec sa main libre. « Une petite. J'ai eu de pires gueules de bois. Ce n'est pas une blague. Tu as 75 ans, tu vis seul dans cette ferme, tu te surmènes. C'est ma maison, dit fermement Thomas, sa voix plus forte maintenant. Et je ne la quitte pas. » Avant que Jonathan ne puisse répondre, une infirmière entra dans la chambre. « Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vérifier les constantes vitales de Monsieur Reed. » Pendant que l'infirmière travaillait, Jonathan sortit dans le couloir et appela son assistante. « Melissa, annule toutes mes réunions pour le reste de la semaine. Mon père est à l'hôpital et je resterai à Millersville pendant quelques jours. » Quand il retourna dans la chambre, l'infirmière aidait Thomas à s'asseoir. « Votre père va bien, toutes choses considérées, » dit-elle à Jonathan. « Mais il aura besoin de quelqu'un pour rester avec lui lorsqu'il sera renvoyé. Demain, il ne devrait pas être seul pendant au moins quelques semaines. » Après son départ, Thomas regarda Jonathan. « N'y pense même pas. Je ne veux pas qu'une inconnue me garde comme une nounou. »« Alors je resterai avec toi, » dit Jonathan avec décision. Thomas rit, puis grimaça de douleur. « Toi, dans cette maison, pendant plus d'1 jour? J'aimerais voir. »« Ça, je suis sérieux, papa. Je peux travailler à distance pendant un certain temps. » Thomas étudia le visage de son fils. « Et ta copine? Et ta grande entreprise? Elles peuvent survivre sans leur brillant leader? » Jessica comprendra. « Et l'entreprise ne s'effondrera pas si je suis absent pendant un court laps de temps. » Jonathan fit une pause, puis ajouta « À moins que tu ne préfères que j'engage une infirmière. » Thomas soupira. « Très bien. Mais n'espère pas que je changerai d'avis sur la ferme juste parce que tu joues les infirmiers. »« Ce n'est pas pour ça que je fais ça, » dit Jonathan, bien qu'une petite partie de lui se demande si c'était entièrement vrai. Le lendemain, le docteur Martin donna son congé à Thomas avec des instructions strictes concernant les médicaments, l'alimentation et les limitations d'activité. Jonathan aida son père à monter dans la Porsche, qui semblait ridiculement déplacée sur le parking de l'hôpital. « Ce truc est trop bas sur le sol », se plaignit Thomas, alors qu'il avait du mal à s'installer confortablement. Qu'est-il arrivé aux voitures dans lesquelles un homme pouvait réellement entrer et sortir? Jonathan réprima une réplique et conduisit prudemment jusqu'à la ferme. Alors qu'ils arrivaient à la maison, il remarqua des choses qu'il n'avait pas vues la veille.
Le jardin que sa mère avait adoré était toujours fleuri de fleurs de fin d'été. Le vieux chêne retenait toujours les restes de sa balançoire d'enfance et le porche avait toujours les fauteuils, à bascule de ses parents côte à côte. À l'intérieur de la maison, Jonathan aida son père à s'installer dans son fauteuil inclinable. « As-tu faim? Je pourrais te faire quelque chose. » Thomas sembla sceptique. « Tu cuisines maintenant? »« Je peux préparer un sandwich, » répondit sèchement Jonathan. En préparant le déjeuner dans la cuisine, Jonathan fut surpris de constater qu'elle était bien approvisionnée et organisée. Son père pouvait vivre simplement, mais il ne se négligeait pas. Le réfrigérateur contenait des légumes frais, du lait et des œufs de ses propres poules. Le pain était fait maison, probablement par Margaret Wilson, la voisine qui avait trouvé son père dans la grange. Jonathan apporta 2 assiettes au salon et s'assit en face de son père. « Alors qu'est-ce qui s'est exactement passé hier? Margaret t'a trouvé dans la grange ?» Thomas prit une bouchée de son sandwich avant de répondre. « Je nourrissais le bétail. J'ai senti cette douleur dans ma poitrine, comme si quelqu'un était assis sur moi. La chose suivante que je sais, c'est que Margaret est debout au-dessus de moi, en train de crier dans son téléphone portable. Tu as de la chance qu'elle soit passée. Elle m'apporte le dîner tous les dimanches, dit Thomas de manière décontractée, depuis le décès de ta mère. Jonathan leva un sourcil. Margaret Wilson, la veuve du bout du chemin? Ne me regarde pas comme ça, grommela Thomas. Nous sommes amis, c'est tout. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Jonathan ouvrit pour trouver une femme d'une 60aine d'années aux cheveux bruns striés d'argent et aux yeux bruns chaleureux. « Vous devez être Jonathan, » dit-elle en souriant. « Je suis Margaret Wilson. J'ai apporté une soupe au poulet pour votre père. » Jonathan fit un pas de côté pour la laisser entrer. « Merci de l'avoir trouvée hier et de prendre régulièrement de ses nouvelles. » Margaret alla jusqu'au fauteuil de Thomas et déposa le récipient de soupe sur la table d'appoint. « Comment te sens-tu, Thomas ?»« Mieux maintenant, » répondit Thomas, et Jonathan fut surpris de voir le visage de son père s'adoucir. « Jonathan ici pense qu'il va rester et s'occuper de moi pendant un moment. » Margaret regarda Jonathan avec approbation. « C'est merveilleux. Votre père parle de vous tout le temps. Ce sera bon pour vous deux de passer du temps ensemble. » Après le départ de Margaret, Jonathan leva un sourcil en regardant son père. « Elle a l'air gentille. » Thomas plissa les yeux. « Arrête !» Plus tard cet après-midi-là, Jonathan installa son ordinateur portable sur la table de la cuisine, déterminé à au moins consulter ses emails. Il fut surpris de constater que la connexion Internet était meilleure que prévu. Son père avait fait une mise à niveau vers l'Internet haut débit à un moment donné. Sa boîte de réception était inondée, mais un email a immédiatement attiré son attention. Il provenait de Midwest Development Corporation, avec une offre mise à jour pour les terres de son père. Ils avaient augmenté leur offre à 3,5 millions de dollars. Jonathan regarda l'email, son doigt sur le bouton Subprimer. Au lieu de cela, il ferma son ordinateur portable sans répondre. Ce soir-là, alors que Thomas somnolait dans son fauteuil inclinable, Jonathan se promena dans la maison. Des photos de famille tapissaient les murs, beaucoup le mettant en scène, à différents âges. Son diplôme d'études secondaires, son diplôme d'études supérieures, même un article de journal sur son premier grand succès commercial. Son père avait suivi sa carrière, même lorsque Jonathan avait à peine pris le temps de faire un appel téléphonique. Dans sa vieille chambre, tout restait étonnamment inchangé. Des trophées de compétitions agricoles, quelques médailles sportives et des livres qu'il avait aimés adolescent étaient toujours alignés sur les étagères. Sa mère avait préservé la pièce et son père l'avait gardée ainsi. Jonathan ouvrit le placard et trouva un vieil album photo qu'il ne reconnaissait pas. Assis sur le lit, il tourna les pages d'images. Ses parents, quand ils étaient jeunes, les débuts de la ferme et ses propres moments d'enfance. Il y avait des photos de lui aidant son père dans les tâches ménagères, montant son premier cheval et pêchant dans l'étang. La dernière page contenait une lettre manuscrite de sa mère, datée d'1 semaine seulement avant sa mort. « Mon très cher Jonathan, commençait-elle, si tu lis ceci, je suis parti, et tu es enfin rentré rendre visite à ton père. Je sais que ton travail te tient occupé, et je suis si fier de tout ce que tu as accompli. Mais souviens-toi que le succès ne se mesure pas seulement en dollars et en affaires. Ton père te manque terriblement, bien qu'il soit trop fier pour le dire. Cette ferme n'est pas seulement des terres et des bâtiments.
C'est l'histoire de notre famille, de notre amour, de ton enfance. J'espère qu'un jour tu comprendras ce qu'elle signifie vraiment pour nous. Tout mon amour, maman. » Jonathan ferma l'album, la poitrine serrée. Sa mère savait qu'il ne reviendrait pas souvent. Elle avait anticipé cette distance entre lui et son père. Son téléphone sonna, brisant le silence. C'était Jessica. « Comment va ton père ?» demanda-t-elle lorsqu'il répondit. « Stable, entêté, comme d'habitude. » répondit Jonathan, essayant de paraître normal malgré l'émotion qui lui serrait la gorge. « Et comment te débrouilles-tu à la ferme? As-tu trouvé des vaches à traire ?» Sa tentative d'humour tomba à plat. « Ce n'est pas si mal, » dit-il, se surprenant lui-même de sa défense. « Quand reviens-tu? Le gala Goldstein a lieu ce week-end et tout le monde s'attend à te voir. » Jonathan regarda autour de lui dans sa chambre d'enfance. « Je ne peux pas venir. Mon père a besoin de moi ici. » Il y eut une pause au téléphone. « Jonathan, je comprends les urgences familiales et tout ça, mais ne peux-tu pas engager une infirmière? C'est l'événement social de la saison. » « Jessica, mon père a failli mourir hier. Je pense que cela prime sur un gala de charité. » « Bien sûr que oui, » se rétracta-t-elle rapidement. « Je voulais juste dire, eh bien, tu n'as jamais été du genre à t'occuper des autres. Cette histoire de ferme n'est pas vraiment toi. » Ces paroles touchèrent une corde sensible. Peut-être ne me connais-tu pas aussi bien que tu le penses. Après avoir raccroché, Jonathan retourna au salon pour trouver son père éveillé et peinant à atteindre ses médicaments sur la table basse. « Laisse-moi te les prendre, » dit Jonathan en attrapant le flacon de pilules et un verre d'eau. Thomas prit ses médicaments sans discuter, signe qu'il ne se sentait pas bien. « Tu as eu une dispute avec ta copine? Je t'ai entendu. » Jusqu'ici. Jonathan s'assit en face de lui. « Jessica ne comprend pas pourquoi je reste. Je ne peux pas dire que je la blâme, » répondit Thomas. « Ce n'est pas comme si tu choisissais ta famille avant les affaires. » Les mots piquèrent parce qu'ils étaient vrais. « Les gens peuvent changer, papa. » Thomas étudia le visage de son fils. « Que se passe-t-il vraiment, Jonathan? Pourquoi cet intérêt soudain pour jouer le fils dévoué? Tu as fait une crise cardiaque. Je suis inquiet pour toi. Tu t'inquiètes pour moi depuis des années. Inquiet que je ne vende pas cet endroit, inquiet que je vive dans le passé. Ça ne t'a pas ramené avant. » Jonathan se leva, frustré. « Pourquoi est-ce si difficile pour toi de croire que je pourrais vraiment m'en soucier? » « Parce que se soucier signifie être présent, » dit doucement Thomas. « Pas seulement en cas de crise. » Avant que Jonathan ne puisse répondre, on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, c'était le shérif Parker, toujours en uniforme. « Bonsoir Thomas, Jonathan, » dit-il en hochant la tête aux deux hommes. « Je voulais juste vérifier comment vous alliez. »« Je vais bien, Bill, » répondit Thomas. « Pas besoin que toute la ville s'inquiète. » Le shérif Parker sourit. « Eh bien, lorsque le résident le plus têtu de la ville se retrouve à l'hôpital, les gens le remarquent. » Il se tourna vers Jonathan. « Content de te revoir, même si je suis désolé pour les circonstances. Ton père est un pilier ici. » Après le départ du shérif, Jonathan regarda son père avec curiosité. « Qu'a-t-il voulu dire par là ?» Thomas haussa les épaules. « Rien d'important. Papa, j'aide parfois au centre communautaire, » dit Thomas à contre-cœur. « J'enseigne quelques notions d'agriculture aux enfants, ce genre de choses. » Jonathan fut surpris. « Tu ne m'en as jamais parlé. Tu ne m'as jamais rien demandé. » Le lendemain matin, Jonathan se réveilla de bonne heure, une habitude qu'il n'avait jamais vraiment perdue depuis ses années à la ferme. La maison était silencieuse, et pendant un instant, il paniqua, se précipitant dans la chambre de son père. Thomas dormait paisiblement, sa respiration régulière. Soulagé, Jonathan alla à la cuisine préparer le café. Par la fenêtre, il pouvait voir la grange et les champs au-delà. La ferme n'était pas aussi négligée qu'il l'avait d'abord pensé. Le matériel était vieux mais bien entretenu, et le petit troupeau de bovins avait l'air en bonne santé. Son téléphone vibra, signalant un email. C'était de David. « Le conseil d'administration s'impatiente de ton absence. Blackstone a fait son mouvement sur Mason Technologies. Nous avons besoin de ta décision au plus vite. » Dans sa vie précédente, la vie qu'il menait il y a à peine 3 jours, cela l'aurait immédiatement mis en action, convoquant des réunions d'urgence et travaillant toute la nuit. Maintenant, regardant le paisible lever du soleil, la crise semblait lointaine. Il tapota une réponse rapide. « Fais confiance à ton jugement. Procédez comme vous le jugez bon. J'appellerai plus tard. » Alors qu'il posait son téléphone, il remarqua son père debout dans l'embrasure de la porte, le regardant. «
Tu es levé tôt, dit Thomas, se dirigeant lentement vers la table de la cuisine. De vieilles habitudes, répondit Jonathan, versant du café pour eux deux. Comment te sens-tu? Comme si j'étais étouffé par un fils surprotecteur, grommela Thomas, mais il n'y avait pas de véritable colère dans sa voix. Je me suis débrouillé seul pendant longtemps. Je sais, dit Jonathan, plaçant une tasse devant son père. Mais fais-moi plaisir. Ils restèrent assis dans un silence étonnamment confortable, regardant le lever du soleil par la fenêtre de la cuisine. Jonathan ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était réellement assis et avait regardé un lever de soleil. « Ta mère et moi, on faisait ça tous les matins, » dit soudainement Thomas. « Du café à l'aube, c'était notre moment. » Jonathan hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. Après sa mort, je l'ai quand même fait, tous les jours. Parfois, je lui parle, je lui raconte ma journée, ce qui se passe à la ferme. Thomas prit une gorgée de son café. « Elle aurait été heureuse de te voir ici. J'aurais dû venir plus souvent, » admit Jonathan. « Après la mort de maman, c'était juste difficile de revenir. Pour nous deux, » acquiesça Thomas. « Cet endroit n'est plus le même sans elle. » Ce fut la conversation la plus honnête qu'ils eurent eue depuis des années. Plus tard, ce matin-là, alors que Jonathan aidait son père à prendre ses médicaments, un camion s'arrêta dehors. Un homme d'âge moyen en jeans usés et chemise en flanelle descendit et s'approcha de la maison. « C'est Frank Miller », expliqua Thomas. « Il m'aide avec les travaux agricoles les plus lourds ces jours-ci. » Jonathan ouvrit la porte avant que Frank ne puisse frapper. « Monsieur Miller, je suis Jonathan, le fils de Thomas. » Frank hocha la tête. « J'ai entendu dire que vous étiez de retour. J'ai aussi entendu dire que le vieux vous avait fait peur. Je suis là, Frank, » appela Thomas de sa chaise, « et je vais bien. » Frank entra dans la maison, regardant autour de lui avec une curiosité évidente envers Jonathan. « Ton père parle de toi tout le temps. Il dit que tu es un gros bonnet en ville. Je me débrouille pas mal, » répondit Jonathan, mal à l'aise face à cet examen minutieux. « Frank, le bétail a besoin d'être nourri et apparemment je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit, » dit Thomas avec insistance. « Tu penses pouvoir t'en occuper? Pas de problème, patron, » dit Frank en se retournant pour partir. « Enchanté de te rencontrer, Jonathan. Il était temps que tu rentres à la maison. » Après le départ de Frank, Jonathan se tourna vers son père. « Elle n'est généralement pas comme ça, non? Elle correspond parfaitement au genre de femme que j'aurais imaginé vous choisir. Ambitieuse, attachée aux apparences, plus intéressée par votre titre que par ce que vous êtes. Ce n'est pas juste, papa. » Thomas haussa les épaules. « Peut-être pas. Mais posez-vous cette question. Est-ce qu'elle aime Jonathan Reed l'homme ou Jonathan Reed le PDG ?» La question hanta l'esprit de Jonathan. Alors qu'il tentait de dormir cette nuit-là, il avait bâti toute sa vie d'adulte autour de sa carrière, de son succès. Il avait choisi une partenaire qui s'intégrait parfaitement dans ce monde. Mais maintenant, allongé dans son lit d'enfance, il se demandait si ce monde lui avait jamais vraiment convenu. Le lendemain matin, Jonathan se rendit en ville pour retrouver Jessica à son hôtel. Elle l'attendait dans le hall, parfaitement apprêtée comme toujours, parcourant son téléphone. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit », commença Jonathan alors qu'il s'asseyait pour prendre un café. Jessica avait l'air pleine d'espoir. « Donc vous rentrez à la maison ?»« Pas encore. » Jonathan vit son visage s'effondrer. « Jessica, quelque chose d'important se passe ici. Mon père a besoin de moi, oui, mais c'est plus que ça. Cette communauté se bat pour sa survie contre une entreprise qui veut l'exploiter. Et c'est votre problème parce que je sais comment fonctionnent des entreprises comme Midwest Development. J'ai été comme elle. Je peux aider à les arrêter. » Jessica posa sa tasse de café avec un soupir. « Jonathan, écoutez-vous. Vous êtes un PDG, pas un activiste écologiste. Ce n'est pas votre combat. Ça l'est maintenant. » Elle étudia son visage. « Vous avez toujours été têtu, mais c'est différent. C'est comme si vous aviez oublié qui vous étiez. Ou peut-être que je me souviens de qui j'étais censé être, » répondit Jonathan doucement. L'expression de Jessica se durcit. « Je ne peux pas attendre que vous ayez cette épiphanie champêtre. J'ai une vie à Chicago, une vie qu'on a construite ensemble. Je sais, et je vous demande d'être patiente. » Elle se leva, ramassant son sac à main. « Appelez-moi quand vous serez prêt à être Jonathan Reed. » À nouveau, le vrai Jonathan Reed. Alors qu'elle s'éloignait, Jonathan ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Il tenait à Jessica, mais sa vision de qui il était n'avait jamais laissé de place à la croissance ou au changement.
Et il changeait. Il ne pouvait plus le nier maintenant. De retour à la ferme, Jonathan trouva Margaret assise avec son père sur le porche. « Tout va bien ?» demanda Thomas alors que Jonathan les rejoignait. « Jessica est retournée à Chicago », répondit-il simplement. Margaret lui lança un regard compatissant. « Je suis désolé, Jonathan. Ne le soyez pas, c'était mon choix. » Thomas leva un sourcil mais ne dit rien. Au lieu de cela, il tendit à Jonathan le journal local. Le titre principal disait « Le Conseil retarde le vote sur le projet Midwest Development. Demande plus d'informations. »« Il temporise », expliqua Thomas. « Mais Prescott n'abandonnera pas facilement. » Margaret acquiesça en signe d'accord. « Toute la ville parle de la réunion d'hier. Le discours de votre père a fait impression. »« Ce n'était pas suffisant, » dit Thomas sombrement. « Nous avons besoin de preuves concrètes que leur projet endommagera la nappe phréatique. » Jonathan regarda son père pensivement. « Vous avez dit que votre famille surveillait la nappe phréatique. Depuis des décennies, votre grand-père a commencé à tenir des registres dans les années 1950, après que la sécheresse ait presque anéanti la moitié des fermes du comté. J'aimerais voir ces registres. » Thomas conduisit Jonathan à son bureau, une petite pièce à côté du salon que Jonathan avait à peine remarquée auparavant. À l'intérieur se trouvaient des classeurs, des étagères et un bureau recouvert de papier. Thomas ouvrit un placard et sortit plusieurs carnets usés. Chaque mesure, chaque test, enregistré à la main. Votre mère a numérisé une partie des dernières années, mais la plupart sont encore sur papier. Jonathan feuilleta les carnets, impressionné par les registres méticuleux. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Si nous pouvons prouver que la nappe phréatique ne peut pas supporter une extraction commerciale à grande échelle sans nuire aux fermes locales, alors le Conseil devra rejeter la proposition de Midwest, termina Thomas. Pour la première fois depuis son arrivée à la ferme, Jonathan se sentit vraiment énergisé. C'était un défi qu'il comprenait. Données, analyse, stratégie. Mais contrairement à ses batailles d'entreprise, celle-ci avait un sens réel, des conséquences réelles pour des gens auxquels il commençait à tenir. Alors qu'il commençait le travail fastidieux d'organisation et de numérisation des archives de la nappe phréatique, Jonathan réalisa quelque chose de surprenant. Il ne manquait pas la salle de conférence. Il ne manquait pas les réunions sans fin, les déjeuners d'affaires, la pression constante pour croître, acquérir, étendre. Ce qu'il avait trouvé ici, dans cette simple ferme avec son père en convalescence, était quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années. Un but. Pas seulement le profit, mais un but authentique. Ce soir-là, alors qu'il travaillait tard dans la soirée, son téléphone sonna. C'était David à nouveau. « Jonathan, nous devons parler. Midwest Development a contacté Reed Enterprises concernant un partenariat potentiel. » Jonathan se redressa. « Quel genre de partenariat? Ils veulent notre soutien financier pour un projet dans l'Illinois rural. Ils ont spécifiquement demandé que vous supervisiez personnellement l'investissement. » Les pièces s'emboîtèrent soudainement. « C'est un pot de vin, David. Ils essaient de m'acheter. » « De quoi parlez-vous? »« Le projet est ici dans le comté de mon père. Ils veulent notre eau. » David garda le silence un instant. « Jonathan, cela pourrait être une occasion lucrative pour l'entreprise. Le conseil s'attendrait à ce que vous, au moins, l'envisagiez. Dites-leur que je ne suis pas intéressé. Et dites-leur que Reed Enterprises ne fait pas affaire avec des entreprises qui exploitent les petites communautés. » Après avoir raccroché, Jonathan s'adossa à sa chaise, réfléchissant. Midwest devenait désespéré s'ils essayaient de l'attirer par le biais de sa propre entreprise. Mais ce mouvement lui donna également une idée, un moyen de riposter en utilisant les compétences et les relations qu'il avait construites dans le monde des affaires. Le lendemain matin, Jonathan passa une série d'appels à d'anciens, clients, partenaires et quelques journalistes soigneusement choisis. À midi, il avait organisé une visioconférence avec des journalistes spécialisés dans l'environnement de 3 grands journaux. « Qu'est-ce que vous mijotez ?» demanda Thomas, regardant son fils installer son ordinateur portable sur la table de la cuisine. « Combattre le feu par le feu », répondit Jonathan avec un sourire cruel. « Midwest veut utiliser la pression des entreprises, alors nous le pouvons aussi. » Alors que Thomas regardait, Jonathan mena la visioconférence, fournissant aux journalistes des informations détaillées sur l'historique des dommages environnementaux de Midwest, ses poursuites précédentes
et ses projets actuels pour la nappe phréatique. Il était articulé, autoritaire et passionné, utilisant son personnage d'entreprise à des fins totalement différentes. « Une dernière chose », dit Jonathan alors que l'appel se terminait. « Je veux déclarer officiellement que Reed Enterprises ne s'associera pas à Midwest Development pour ce projet ou tout autre projet. » Après la fin de l'appel, Thomas regarda son fils avec un respect nouveau. « Vous venez de mettre votre propre entreprise au cœur de ce combat. »« Oui, elle y était déjà. Prescott s'en est assuré. » Jonathan ferma son ordinateur portable. « Papa, je crois qu'il est temps que je vous dise quelque chose. Je ne suis pas sûr de vouloir retourner à ma vieille vie. » Thomas étudia le visage de son fils. « À cause de la ferme ?»« Pas seulement la ferme. Être ici, voir ce qui compte vraiment, ça me change. Ou peut-être que ça me ramène à qui j'étais, avant d'être tellement pris dans la recherche. D'argent et la conclusion d'accord. » Thomas sourit légèrement. « Votre mère a toujours dit que vous reviendriez un jour. Je ne la croyais pas. Ça montre ce que je sais. Je ne dis pas que je veux être fermier, précisa Jonathan, mais je veux que mon travail ait un sens. Aider les gens, pas seulement les rendre plus riches. » Avant que Thomas ne puisse répondre, le camion de Frank Miller arriva en trombe dans l'allée. Il sauta, l'air agité. « Thomas, Jonathan, vous devez voir ça. » Ils suivirent Frank jusqu'à son camion où il monta le volume de la radio. Une présentatrice de nouvelles locales parlait « Nouvelles de dernière minute du County Hall. Le conseil vient d'annoncer une réunion d'urgence pour demain matin afin de voter sur la proposition de Midwest Development. Des sources affirment que l'entreprise a proposé d'augmenter sa contribution financière au comté en échange d'une approbation accélérée. » Thomas frappa sa main sur le capot du camion. « Ils essaient de faire passer ça avant que nous puissions organiser nos preuves. » L'esprit de Jonathan était déjà en train de courir, élaborant un plan. « Pas si nous pouvons l'empêcher. Frank, j'ai besoin que vous rassembliez autant de monde que possible. Tous ceux qui se sont exprimés contre le projet lors de la dernière réunion. Margaret, pouvez-vous appeler le journal? Nous avons besoin que ce soit une nouvelle de première page. » Alors que Frank et Margaret partaient pour leur mission, Thomas regarda son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Qu'est-ce que vous planifiez ?» Jonathan sourit cruellement. « Quelque chose que je sais faire, papa. Une prise de contrôle hostile de leur récit. Les lignes de bataille étaient tracées. Demain déterminerait non seulement le sort de la nappe phréatique et de la communauté, mais aussi l'avenir de Jonathan, pour la première fois de sa vie. Il utilisait son pouvoir d'entreprise pour protéger plutôt que pour acquérir, et cela semblait juste d'une manière que ses succès précédents n'avaient jamais eu. Alors que la nuit tombait sur la ferme, le père et le fils s'assirent sur le porche, se préparant pour le combat à venir. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, les mêmes étoiles qui avaient guidé la famille Reed pendant des générations. Jonathan regarda son père, ne voyant plus le vieil homme têtu qu'il avait tant dédaigné, mais un homme de principe, de force, de sagesse. « Merci, » dit Jonathan soudainement. « Pourquoi ?» demanda Thomas. « Pour ne pas avoir vendu, pour avoir combattu, pour m'avoir appris ce qui compte vraiment. » Thomas hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « C'est ça les leçons, fils. Parfois, il faut toute une vie pour les apprendre. » Au loin, les lumières de Millersville scintillaient, une communauté inconsciente que son avenir était en jeu. Demain apporterait l'apogée de leur lutte contre Midwest Development. Et pour Jonathan Reed, cela apporterait un règlement de compte avec l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il voulait devenir. Le matin de la réunion d'urgence du conseil municipal, le ciel était clair et frais. Jonathan était réveillé depuis 4 heures du matin, passant en revue les données sur la nappe phréatique et préparant sa présentation. Thomas le trouva dans la cuisine, entouré de papiers et de son ordinateur portable, une cafetière à moitié vide à côté de lui. « Avez-vous dormi du tout ?» demanda Thomas, se versant une tasse. Jonathan secoua la tête. « Je n'ai pas pu. Trop de choses sont en jeu aujourd'hui. » Thomas s'assit en face de lui, étudiant les cernes sous les yeux de son fils. « Vous savez, vous me rappelez moi à votre âge. Quand quelque chose compte, vous donnez tout. Je n'ai jamais pensé que nous étions pareils, » admit Jonathan. « Je nous ai toujours vus comme des opposés complets. C'est parce que vous regardiez la surface. Ville contre campagne, affaires contre agriculture. Mais en dessous, Thomas se tapa la poitrine. Même cœur, même valeur, vous les avez juste enfouis pendant un moment. » Le téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Margaret, sa voix excitée. « Vous n'allez pas croire.
Ce qui vient de se passer. Allumez les nouvelles locales. » Jonathan alluma la petite télévision du salon. L'animateur des nouvelles du matin parlait sérieusement. Dans un développement étonnant, 3 grands journaux nationaux ont publié des enquêtes sur Midwest Development Corporation, soulevant de sérieuses inquiétudes concernant ses pratiques environnementales. Les rapports allèguent que Midwest a un historique d'épuisement des ressources naturelles dans les communautés rurales et laisse des dommages environnementaux derrière elles. L'action de l'entreprise a déjà chuté de 8% dans les transactions avant marché. Jonathan sourit cruellement. « On dirait que mes amis journalistes ont tenu parole. »« Vous avez fait ça ?» demanda Thomas, impressionné. « J'ai passé quelques appels. Je leur ai dit où regarder. » Jonathan éteignit la télévision. « Mais ce ne sera pas suffisant pour arrêter le vote. Nous devons quand même nous présenter en force. » À 9 h, le gymnase du lycée était bondé. Jonathan aida son père à s'asseoir au premier rang, remarquant combien de personnes saluaient Thomas avec respect et affection. Frank avait bien fait son travail. Presque tous ceux qui s'étaient opposés au développement lors de la réunion précédente étaient présents, ainsi que de nombreux nouveaux visages. Michael Prescott était assis à la table du conseil, ayant l'air considérablement moins confiant qu'avant. Quand il aperçut Jonathan, ses yeux se rétrécirent de reconnaissance et de colère. La présidente du conseil appela la réunion à l'ordre. En raison de la nature urgente de cette séance, nous limiterons les commentaires du public à 2 minutes par personne. Midwest Development présentera en premier, suivi des réponses de la communauté. Prescott se leva, se redressant, la cravate. « Mesdames et messieurs, je ne prétends pas ne pas avoir vu les nouvelles d'aujourd'hui. Ces rapports contiennent de nombreuses inexactitudes et de faussetés que notre équipe juridique est déjà en train de traiter. » Il força un sourire. « Mais je ne suis pas là pour discuter du passé, je suis là pour parler de l'avenir, de Millersville. Notre proposition révisée comprend 2 millions de dollars supplémentaires pour le développement communautaire et 50 nouveaux emplois permanents. C'est une occasion unique en une génération pour la croissance économique. » Alors que Prescott poursuivait son argumentaire, Jonathan remarqua quelque chose d'intéressant. Les membres du conseil ne le regardaient pas dans les yeux. Il feuilletait des papiers, avait l'air mal à l'aise. Lorsqu'il fut temps de répondre à la communauté, plusieurs agriculteurs parlèrent de leur dépendance à la nappe phréatique. Margaret a discuté de l'impact environnemental. Frank a parlé des générations de familles qui seraient touchées. Finalement, ce fut le tour de Jonathan. Il se dirigea vers le microphone, tenant les carnets de son père et les imprimés de son analyse. « Je m'appelle Jonathan Reed. Beaucoup d'entre vous m'ont connu enfant, avant que je ne parte pour Chicago pour construire mon entreprise. » Il fit une pause, regardant autour de la salle. « J'ai passé les 15 dernières années dans des salles de conférences avec des hommes comme Michael Prescott, concluant des accords semblables à celui qu'il propose aujourd'hui. » La salle était silencieuse. Tout le monde écoutait attentivement. « Donc je sais exactement comment ça marche. Midwest Development ne s'intéresse pas à la croissance de Millersville. Ils s'intéressent à votre eau. Ils vont épuiser votre nappe phréatique, la mettre en bouteille, la vendre, et quand elle sera épuisée, ils seront partis, vous laissant avec des puits secs et des promesses vides. » Prescott se leva. « C'est du diffamation. Il n'a aucune preuve de... » « En fait, j'ai des preuves. » Saul interrompit Jonathan, tenant les carnets. « Ma famille surveille les niveaux de la nappe phréatique depuis 3 générations. J'ai analysé ces données en parallèle de l'étude d'impact environnemental de Midwest. Leur taux d'extraction projeté épuiserait la nappe phréatique de 40% en 5 ans. » Jonathan distribua des copies de son analyse aux membres du conseil. De plus, j'ai apporté des copies de règlements judiciaires de 3 autres communautés où Midwest a opéré. Chacun d'eux montre un schéma d'épuisement des ressources et de dommages environnementaux. Les membres du conseil feuilletaient les documents, de plus en plus préoccupés. Prescott était maintenant debout, le visage rouge de colère. « C'est ridicule. Monsieur Reed a une vendetta personnelle parce que nous voulions acheter la ferme, sans valeur de son père. Il est amer et utilise ses relations d'entreprise pour répandre des mensonges. » La présidente du conseil leva la main. « Monsieur Prescott, veuillez vous asseoir. Monsieur Reed a la parole. » Jonathan continua calmement. « Ce que Monsieur Prescott ne vous dit pas, c'est qu'il a contacté ma société, Reed Enterprises, en nous proposant un partenariat dans cette entreprise.
espérant manifestement acheter mon silence et ma coopération. Il regarda directement Prescott. J'ai refusé, et j'ai annoncé publiquement que ma société ne ferait jamais affaire avec des entreprises qui exploitent les petites communautés. Un murmure parcourut la foule. Prescott bredouilla, essayant de reprendre le contrôle du récit, mais le mal était fait. Jonathan termina sa présentation en pointant son père. « J'ai quitté cette ville en pensant que le succès signifiait des grands immeubles, des costumes chers et des accords à plusieurs millions de dollars. Il a fallu la maladie de mon père pour me ramener et me montrer à quoi ressemble le véritable succès. Il ressemble à une communauté qui se tient ensemble. Il ressemble à des gens qui protègent ce qui compte pour les générations futures. Il ressemble à cette salle en ce moment. » Les applaudissements furent immédiats et tonitruants. Les gens se levèrent, acclamant. Thomas resta assis, mais la fierté dans ses yeux était indéniable. Après plusieurs autres intervenants, la présidente du conseil demanda un vote. Un par un, les membres du conseil ont voté, 4 contre le projet de développement, 1 s'abstenant. La proposition a été rejetée. Le gymnase a éclaté de joie. Les gens ont entouré Thomas et Jonathan, leur serrant la main, leur tapant dans le dos. Frank leva son chapeau en signe de salut. Margaret les a tous les deux enlacés, les larmes aux yeux. Michael Prescott s'enfuit sans un mot, son rêve d'exploiter l'eau de Millersville réduit à néant. Alors que la foule commençait à se disperser, Thomas se tourna vers son fils. « Pas mal pour un citadin. » Jonathan rit. « J'ai eu un bon professeur. » Plus tard, cet après-midi-là, de retour à la ferme, Thomas et Jonathan s'assirent sur le porche, savourant le calme paisible de leur victoire. Le téléphone n'avait cessé de sonner. Journalistes demandant des commentaires, membres de la communauté exprimant leur gratitude, et enfin, David de Reed Enterprises. « Le conseil est en émoi », a rapporté David. « Vos déclarations publiques concernant Midwest Development ont créé un véritable remous. Certains considèrent cela comme un coup de maître de relations publiques, positionnant Reed Enterprises comme socialement responsable. D'autres remettent en question votre jugement. Et qu'en pensez-vous » demanda Jonathan. David soupira. « Je pense que vous avez changé, et je ne suis pas sûr que ce soit bon ou mauvais pour l'entreprise. » Il fit une pause. « Les 2 semaines sont presque terminées, Jonathan. Le conseil a besoin d'une réponse. Revenez-vous ? J'ai besoin d'un peu plus de temps, » répondit Jonathan, regardant les champs où le bétail paissait paisiblement. Après avoir raccroché, Thomas étudia son fils. « Vous envisagez vraiment de rester, n'est-ce pas ?»« Pas seulement rester, » dit Jonathan lentement. « J'ai réfléchi à quelque chose de différent, une nouvelle direction pour Reed Enterprises. » « Quel genre de direction ?» Jonathan se tourna vers son père. « Et si, au lieu d'aider les entreprises à prendre le contrôle des petites entreprises, nous aidions les petites communautés à se protéger? Et si nous utilisions nos ressources et notre expertise pour lutter contre les Michael Prescott du monde ?» Thomas leva un sourcil. « On dirait que vous parlez de changer votre modèle économique entier. » « C'est le cas. » Jonathan se leva, énergisé par l'idée. « Papa, ce qu'on a fait aujourd'hui, utiliser les tactiques des entreprises pour aider les gens au lieu de les exploiter, c'était juste. Plus juste que n'importe quel accord que j'ai jamais conclu. Votre conseil pourrait ne pas être d'accord. Alors je vais les racheter. Je commencerai quelque chose de nouveau si je le dois. » Jonathan fit les 100 pas sur le porche, l'esprit en ébullition. « Je pourrais créer une fondation pour aider les communautés rurales, confrontées à des rachats d'entreprises, fournir un soutien juridique, des relations avec les médias, des conseils stratégiques. » Thomas regarda son fils avec un intérêt croissant. « Vous êtes sérieux à ce sujet ?»« Je le suis. » Jonathan arrêta de faire les 100 pas. « Mais j'aurais besoin de quelqu'un qui comprenne les communautés rurales, quelqu'un qui puisse repérer les vrais problèmes, qui a des liens avec les agriculteurs et les responsables des petites villes. » Un lent sourire s'étendit sur le visage de Thomas. « Me proposez-vous un emploi, fils ? Plutôt un partenariat. Vous connaissez la terre, les gens, les vrais défis auxquels ils sont confrontés. Je sais comment me battre dans l'arène des entreprises. » Pour la première fois depuis l'arrivée de Jonathan, Thomas semblait vraiment enthousiaste. « Vous savez, votre mère a toujours dit que vous finiriez par trouver votre chemin. Elle a dit que vous aviez son cœur et ma ténacité, une combinaison parfaite pour faire le bien dans le monde. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de la voiture de Margaret. Elle se précipita sur le porche
agitant un journal. « Avez-vous vu ça ?» demanda-t-elle, le tendant à Jonathan. « Ça vient de sortir. » Le titre principal disait « Un PDG transforme en champion de l'environnement. Jonathan Reed prend position contre l'exploitation de l'eau. » Jonathan survola l'article qui le présentait comme un initié du monde des affaires qui avait vu la lumière et utilisé ses connaissances pour aider une petite ville à lutter contre l'exploitation. L'article se terminait par des spéculations sur ce que cela pourrait signifier pour son avenir chez Reed Enterprises. « Ils vous font passer pour une sorte de héros », dit Margaret radieuse. « Toute la ville en parle. » Jonathan tendit le journal à son père. « Je ne suis pas un héros. J'ai juste enfin fait ce qu'il fallait. Parfois, c'est tout ce qu'il faut, » répondit Thomas, lisant l'article avec intérêt. Ce soir-là, alors que Jonathan préparait le dîner, il était devenu étonnamment à l'aise dans la cuisine de sa mère. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Jessica. « J'ai vu les nouvelles, » dit-elle sans préambule. « C'est partout. Le prédateur d'entreprise devient éco-guerrier. »« Que faites-vous, Jonathan ?»« Je trouve mon but, » répondit-il simplement. Jessica soupira. « Le conseil est divisé. La moitié pense que vous avez perdu la tête. L'autre moitié pense que c'est une brillante opération de relations publiques. Et qu'en pensez-vous » Il y eut une longue pause. « Je pense que vous ne reviendrez pas. Pas comme vous étiez avant. »« Non, » admit Jonathan. « Je ne le ferai pas. Je ne peux pas vous suivre dans ce voyage, Jonathan. Ce truc de croisée rurale, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la vie qu'on a planifiée. » Jonathan ressentit une pointe de tristesse, mais aucun regret. « Je sais et je comprends. » Après leurs adieux, Jonathan sut que c'était vraiment fini. Jessica appartenait à sa vieille vie. Une vie qui ne correspondait plus à la personne qu'il était en train de devenir. 2 jours plus tard, Jonathan reçut un courriel qui lui fit battre le cœur. Il provenait d'une communauté du Colorado, confrontée à une situation similaire. Une grande entreprise essayant d'acheter des terres pour les droits miniers. Ils avaient lu son intervention contre Midwest Development et demandaient son aide. Il montra le courriel à son père. « Ça arrive déjà. Les gens nous contactent. » Thomas hocha la tête pensivement. « On dirait que vous avez trouvé votre vocation. » Le lendemain matin, le médecin de Thomas lui donna un certificat de bonne santé. « Votre rétablissement a été remarquable, Monsieur Reed. Continuez simplement à prendre vos médicaments et consultez-moi 1 fois par mois. » Alors qu'ils rentrèrent de la consultation, Thomas regarda son fils. « Vous n'avez plus besoin de rester. Je vais bien maintenant. »« Je sais, » répondit Jonathan, « mais je veux rester. Au moins une partie du temps. Et votre entreprise ?» Jonathan sourit. « J'ai eu une longue visioconférence avec le conseil hier soir. J'ai exposé ma vision d'une nouvelle division de Reed Enterprises, une division axée sur l'aide aux communautés rurales pour protéger leurs ressources contre l'exploitation des entreprises. »« Et ils ont accepté ?» demanda Thomas surpris. « Pas tous. 3 membres du conseil ont démissionné en signe de protestation, mais la majorité a vu le potentiel, à la fois pour faire le bien et pour réhabiliter notre image. Reed Enterprises est considéré comme un prédateur depuis trop longtemps. C'est une chance de changer cette perception. » Thomas secoua la tête d'étonnement. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où vous utiliseriez vos pouvoirs d'entreprise pour le bien. »« Moi non plus, » admit Jonathan, « mais ça me semble juste. » Ils arrivèrent à la ferme et Jonathan vit un camion inconnu garé dans l'allée. Un couple d'âge mûr était debout sur le porche, discutant avec Margaret. « Qui est-ce » demanda Jonathan. Thomas plissa les yeux. « On dirait les Henderson du comté voisin. Leur communauté se bat contre une société minière depuis des années. » Jonathan ressentit une vague d'énergie. On dirait qu'on pourrait avoir notre 2e client. Au cours du mois suivant, Jonathan partagea son temps entre Chicago et la ferme. En ville, il restructura Reed Enterprises, créant une nouvelle division appelée Reed Community Advocacy. Il a choisi une équipe d'avocats, de spécialistes des relations publiques et d'experts financiers dévoués à aider les communautés rurales à lutter contre l'exploitation des entreprises. À Millersville, lui et Thomas ont transformé l'ancienne grange en espace de bureau. Les agriculteurs locaux ont commencé à passer pour poser des questions, exprimer leurs préoccupations et parfois simplement pour discuter avec les Reed, père et fils travaillant maintenant côte à côte. La nouvelle de leur travail s'est répandue. De plus en plus de communautés ont demandé de l'aide.
Jonathan s'est retrouvé à voyager dans les petites villes de tout le pays, leur apprenant à utiliser les tactiques des entreprises contre les entreprises mêmes qui menaçaient leur mode de vie. Un soir de fin d'automne, Jonathan s'assit sur le porche avec son père, regardant le coucher de soleil sur les champs. La ferme avait un aspect différent maintenant, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que Jonathan avait changé. Ce qui ressemblait autrefois à un fardeau, un vestige d'un passé dont il voulait s'échapper, ressemblait maintenant à une fondation, un lieu de force et de but. « Papa », dit Jonathan soudainement. « Merci. » Thomas sembla surpris. « Pourquoi ? Pour ne pas avoir vendu, pour avoir été têtu, pour m'avoir fait revenir et me rappeler ce qui compte. » Thomas sourit, les rides autour de ses yeux se creusant. « Vous savez, quand vous êtes arrivé pour la première fois dans cette voiture de luxe, regardant cet endroit comme si c'était de la boue sur vos chaussures, j'ai presque abandonné. Je suis content que vous ne l'ayez pas fait. Votre mère ne m'aurait jamais pardonné, dit Thomas, sa voix douce de souvenir. Elle a toujours dit que vous retrouveriez votre chemin d'une manière ou d'une autre. Jonathan regarda la terre qu'il avait élevée, qui avait façonné son père et qui le refaçonnait maintenant. Je crois que je comprends enfin ce que vous vouliez dire ce premier jour, que le vrai pouvoir est de savoir d'où vous venez et de le respecter. Thomas hocha la tête. Certaines leçons que l'argent ne peut pas acheter. Une voiture arriva dans l'allée. Frank Miller, de retour d'une réunion avec des agriculteurs d'un comté voisin, où une autre société de développement causait des problèmes. « Votre prochain rendez-vous est là, » dit Thomas avec un sourire. « Prêt à sauver une autre petite ville, monsieur Croisé des entreprises ?» Jonathan rit, se levant. « Seulement si vous êtes avec moi, papa. » Alors qu'ils marchaient ensemble, vers le camion de Frank, Jonathan réalisa quelque chose de profond. Il avait quitté cette ferme il y a 15 ans, convaincu que le succès signifiait échapper à ses racines, construire quelque chose de totalement nouveau. Maintenant, il comprenait que le véritable succès signifiait s'appuyer sur ses racines, les honorer et les utiliser pour créer quelque chose de significatif. Il était rentré à la maison non pas pour sauver son père, mais pour être sauvé, par lui, pour se souvenir de qui il était vraiment et de qui il pouvait devenir. La leçon que l'argent ne pouvait pas acheter était la plus simple de toutes. La véritable richesse ne se mesurait pas en dollars ou en accords, mais en but, en principe et en personne qui vous aimait assez pour vous dire la vérité. Alors que le soleil se couchait sur la ferme Reed, le père et le fils marchaient côte à côte, n'étant plus divisés par leurs différences, mais unis par leurs valeurs communes. Des valeurs qui avaient toujours été là, attendant d'être redécouvertes. Comme la terre elle-même, ils avaient enduré, surmonté les épreuves et finalement prospéré. Et en ce moment, Jonathan Reed, autrefois le millionnaire arrogant qui avait rabaissé la vie simple de son père, comprit enfin qu'il était le fils de l'homme le plus riche qu'il ait jamais connu. Fin.